Bonsoir et merci, c'était trop cool comme présentation de tous. Et du coup, je m'appelle Al et je suis étudiante à l'UHESS en GPS, du coup, en genre politique et sexualité. Et du coup, j'avais des questions pour un peu tous. Du coup, il y a Rosemarie Lagarde, elle a commencé en disant que voilà, la lutte des chercheuses féministes, elle s'était faite sans éclat, sans bruit, j'ai envie de dire sans paillettes, tout ça. Et du coup, je voulais mettre ça en relation avec le fait que y a des étudiantes qui ont créé un collectif féministe et queer à l'EHESS cette année et qui vise notamment à créer des solidarités entre des personnes qui ne se sentaient pas forcément complètement légitimes dans l'institution. Ce collectif a fait 2-3 actions, on va dire. Notamment, par exemple, pour le 8 mars, on a accroché un pavillon sur la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, ça s'appelle, qui disait gardez vos sciences de l'homme, prendre d'assaut les sciences humaines. On a organisé une AG non mixte pour parler des conditions d'études et de travail dans cette institution. On a fait un appel à la grève. On a aussi lancé une page de visibilisation de témoignages de domination sexiste et raciste et classiste à l'EHESS, dans le de le prendre, quoi. Et du coup, ma question, c'était un peu qu'est-ce que vous pensiez, qu'est-ce qu'on pouvait dire ensemble de ces moyens de lutte, on va dire plus directs et plus frontaux, face à l'androcentrisme des sciences, je sais pas, on va dire ça comme ça, face à l'androcentrisme des sciences où en fait les critiques elles se font souvent par papier interposé, papier obscur, comme ce que vous disiez Juliette Rousseau, des trucs que personne ne va lire si ce n'est les personnes qui sont déjà fortement impliquées dans le champ universitaire et intéressées à ces questions, etc. Et pas forcément par ailleurs les étudiantes qui ont certes une position un peu privilégiée du fait qu'elles font des études supérieures, mais qui ne sont pas non plus au top de la hiérarchie universitaire, quoi. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on pense des modes d'action éclat paillettes face aux sciences? Et notamment, je voulais aussi poser une question pour le coup aux chercheuses présentes sur quelles sont vos possibilités de lutte en interne en tant que queer et en tant que chercheuse queer et féministe, et notamment du fait que de ce que vous disiez Isabelle Claire, que en fait vos recherches elles sont toujours sous le coup d'une potentielle stigmatisation comme étant des recherches militantes, etc. Et du coup, quelle possibilité vous avez de vous engager par ailleurs dans un engagement féministe et quels sont les risques pour la crédibilité, j'ai envie de dire, de vos recherches. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais voilà, donc, en gros c'était ça, ma question. Peut-être que... Moi, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je veux bien tenter. En vrai, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est plus une réponse qui doit être apportée par des gens qui sont dans le milieu de la recherche. Moi, je n'ai pas tellement mais je veux bien dire un truc quand même, c'est qui m'avait interpellée, mais encore une fois, peut-être qu'il existe des choses similaires en France et je ne les connais pas. C'est un pote à moi qui s'appelle Jonathan Smoker, qui est militant aux États-Unis et qui s'est dit à un moment donné, tiens, je vais faire une thèse en sociologie. Il a eu la chance d'aller la faire à Berkeley. Et donc quand il était là-bas avec d'autres, ils ont relancé le Berkeley Journal of Sociology avec vraiment cette idée qu'il y ait des contributions des gens qui faisaient des thèses en sociologie, mais des contributions qui avaient vraiment à cœur de venir nourrir les réflexions sur les luttes. Et donc c'était systématiquement des gens qui étaient par ailleurs en lutte, mais qui avaient vraiment à cœur d'offrir un éclairage sur les luttes à partir des outils théoriques qui mobilisaient par ailleurs dans leur travail de chercheur. Je crois que ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a produit des articles que moi j'avais trouvé vraiment intéressants, alors qui n'étaient pas forcément super accessibles, mais déjà plus, mais surtout qui arrivaient à assumer cette posture on va mettre nos outils à disposition d'une meilleure compréhension, en tout cas d'une réflexion sur les luttes, et ça me paraissait vachement intéressant.
il faut quand même que je précise que le pote n'a jamais fini sa thèse et que très rapidement, son travail militant a pris plus de place et il est retourné juste jamais. Sur cette question, moi je pense que les moyens de lutte directe, je ne serais pas très surpris d'entendre de leur bouche, et je pense que c'est quelque chose de très, très utile et très, très efficace. J'aime beaucoup une phrase des situationnistes dans les années 60 et 70. Ils disaient que l'action directe, c'est un trou dans le tissu de la réalité, par laquelle on arrive à voir des choses. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très utile dans la lutte politique, c'est les actions directes, parce que ça crée une recomposition de la réalité qui est intéressante. Vos actions, toutes les actions, peuvent sembler banales, parfois très faibles, avec faible impact. Mais je pense que ce n'est pas le cas, parce que c'est aussi la répétition de ces actions directes qui crée aussi les conditions des possibilités de réflexion plus larges aussi, de possibilités aussi d'ouvrir des espaces de discussion qui n'étaient pas possibles avant, des espaces de dialogue, d'ouverture qui n'existaient pas avant l'action. Donc l'action pour moi l'action directe pour moi c'est la cristallisation de beaucoup de travail qui est en amont, mais aussi beaucoup de travail sur lequel peut déboucher cette action. Donc c'est une potentialité politique qui est toujours très intéressante. Donc je ne dirais pas que c'est quelque chose qui n'a pas d'effet, au contraire, je pense que ça a beaucoup d'effet. Et après, la possibilité de travailler en interne dans l'institution, c'est toujours, c'est toujours à double tranchant en fait, l'institutionnalisation des savoirs minoritaires. C'est à double tranchant parce que l'institutionnalisation permet la possibilité de travailler, tout simplement, pour les chercheurs, c'est-à-dire qu'avoir des postes en études féministes, des postes en études queer dans l'université française ou ailleurs, ça permet à des gens qui travaillent sur ces questions de gagner le pain de famille. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est aussi une question centrale, c'est les conditions matérielles. Tout à l'heure, on citait des féministes qui parlaient de l'engagement politique et comment c'est important l'engagement politique dans les collectifs et dans la vie de tous les jours. On a cité Federici et Odorlor. Elles aussi, c'est des gens qui, à un moment ou à un autre de leur vie, Federici a fait toute sa carrière à l'université et Odorlor aussi a été bibliothécaire dans une université, chef bibliothécaire, et après invité à Berlin pendant de longues années à l'université de Berlin. Donc vous voyez la place, ce que je voulais dire, c'est aussi que la place de l'université dans l'institution n'est pas forcément toujours une place qui a forcément un caractère, ça a aussi un caractère de reprise en main par l'État, par les institutions des savoirs minoritaires, mais c'est aussi parfois une ouverture, la possibilité d'une ouverture pour ces savoirs-là. Par exemple, il y a beaucoup de révolutionnaires qui sont passés par l'université, et ça c'est quelque chose qui est très important à mon sens. Je pense que c'est toujours assez contradictoire le rapport entre institutions et savoir minoritaire, ou production de savoir minoritaire et engagement. Oui, c'est des questions compliquées. Je vais essayer quelques trucs, mais qui feront écho aussi avec ce que tu disais tout à l'heure. J'ai bien aimé en fait le fait de présenter le savoir universitaire comme un outil du maître, et du coup les limites que ça pose en fait, à la fois d'intelligibilité, mais aussi même en termes de stratégie d'action. Mais par contre, il y a une chose avec laquelle je ne suis pas complètement d'accord, c'est le fait d'opposer, même si j'entends bien ce qu'il y a dans cette opposition, les luttes concrètes et les luttes à l'intérieur de l'université. Alors c'est pas, en effet, c'est pas la même chose de vivre à la ZAD ou d'enseigner à l'HESS, c'est pas de dire ça. Mais par contre, l'université est un lieu concret et c'est un lieu dans lequel justement il y a de la lutte et aussi de la lutte concrète et qui peut
pour partie servir les luttes par ailleurs, même si c'est pas la seule finalité. En tant qu'appareil idéologique, c'est quand même là aussi, c'est un lieu de pouvoir, et c'est un pouvoir conséquent, le pouvoir intellectuel, et de pouvoir faire bouger les lignes, comme on dit, à l'intérieur du savoir universitaire. Ça a des effets aussi ailleurs, qui ne sont pas forcément que des effets bénéfiques, ça je suis bien d'accord, mais malgré tout, quand ça bouge là, ça a aussi des effets ailleurs, de la même façon que le fait que ça bouge ailleurs peut avoir des effets à cet endroit-là. Donc il y a des tensions, il y a des contradictions, il y a des hiérarchisations qui sont très contre-productives, mais il y a aussi des choses qui sont en commun et donc du coup, oui, je pense que l'université est un lieu de lutte concrète aussi, qui n'a pas à se prévaloir par contre d'une supériorité ou de donneur de leçons, d'expliquer que c'est là qu'on pense bien et que c'est comme ça qu'il faut penser ailleurs. C'est là qu'il y a un gros problème quand il y a une hiérarchisation forte, et il y a toujours des formes de hiérarchisation, évidemment, parce que c'est la légitimité. Mais par contre, c'est un haut lieu de pouvoir, et donc c'est un lieu où ça vaut le coup quand même de lutter. Alors, il y a plusieurs façons de faire, et puis pas mal d'échecs aussi et d'impuissance, parce que les luttes, c'est quand même beaucoup d'échecs. Il faut essayer de garder la mais voilà, moi par exemple, j'ai essayé de travailler à l'intérieur de l'institution à la mise en place d'une équipe féministe à l'intérieur d'un labo. Bon, ça paraît, ça a des conséquences réduites, mais enfin, malgré tout, ça n'a pas été possible. Donc ça a été un gros échec avec beaucoup de déboires pendant 3 ans. Donc lutter à l'intérieur de l'institution, c'est aussi très compliqué, mais c'est un enjeu important. Et parmi les enjeux, c'est la possibilité de faire exister des objets de recherche qui ne seraient pas reconnus par d'autres personnes que nous, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes qui reconnaissent qu'il faut ouvrir les savoirs et qu'il y a des vies qui doivent être enquêtées, qui doivent être réfléchies, qui doivent être, etc. Et ça, par exemple, je pense que c'est un enjeu, c'est pas flamboyant, mais c'est un enjeu important. Après, pour ce qui est de l'intelligibilité et la façon dont on peut arriver à se faire comprendre ou pas en dehors du seul cercle des universitaires, il y a plusieurs choses. D'abord, le fait de parler simplement, en fait, c'est pas si simple, de la même façon que de parler sans notes. Oui, c'est vrai. C'est pas uniquement le texte et la façon parfois complexe qu'on peut avoir d'exposer certaines choses, ne sont pas que ni qu'un paravent, ni quelque chose qu'on souhaite forcément. Mais en fait, pour arriver à une pensée simple et à dire parfois simplement certaines choses, en fait, c'est du travail. Enfin, je pense que tu le sais parce que tu peux prendre la tête pour écrire ton livre. Mais c'est pas forcément simple, en fait, d'arriver à intellectualiser des choses qui paraissent simples pour arriver à des formes d'explication et d'analyse. Par ailleurs, le travail intellectuel, je pense, la posture du travail intellectuel, et peut-être que c'est aussi pour des raisons existentielles qu'on fait ça, c'est une façon de mettre à distance certaines choses. Et qu'en faisant ce travail-là, on se met à distance de certaines expériences et on perd de vue certaines choses. Enfin, je pense qu'on perd des choses, en fait, à se lancer dans le travail intellectuel. Après, on fait aussi ce pourquoi on a du goût, parce qu'il y a aussi du goût. Donc après, quand c'est du plaisir uniquement narcissique, ça sert plus à grand-chose. Mais c'est vrai qu'investir cet espace-là... Par ailleurs, pour arriver à l'intérieur de l'université à faire bouger les lignes, il faut arriver à parler de la langue de l'autre. Et ça, c'est un problème, par exemple, parfois dans les études féministes. Par exemple, je le vois pour les gens qui sont vraiment formés, qui ont la chance maintenant de pouvoir se former dans cet espace-là, parce que c'est un espace qui est institutionnalisé, en partie institutionnalisé. Donc c'est assez chouette parce qu'on parle avec des gens qui parlent des langues communes, on parle de choses qui nous intéressent, etc. Le problème, c'est qu'on ne parle pas forcément avec le reste du monde, ne serait-ce que parce qu'on ne parle pas, ou pas assez, ou parce qu'on n'a pas tellement envie de parler la langue majoritaire. Et en fait, il faut toujours être bilingue, pour faire bouger les lignes. Si on ne parle pas la langue des autres qui ne sont pas forcément que des adversaires, mais en tout cas qui n'apprendront jamais notre langue, pour faire bouger les lignes, il faut arriver, pas forcément à les convaincre, mais au moins à se rendre intelligible, ne serait-ce que pour avoir des positions légitimes. Et ça coupe aussi. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait ça, on se coupe de quelque chose. Il y a toujours une tension hyper forte. Bon, voilà, j'arrive là, mais tout d'abord, merci beaucoup pour vos interventions, c'était vraiment super. J'avais 2 questions, une rapide et une qui va prendre beaucoup de temps. La question pour Gianfranco, vous n'avez pas cité votre collectif et je me demandais si c'était un but de le citer et si quel était le but. Et une question pour Juliette, j'avais pas le temps de Loire-Rivière et pas trop l'argent non plus.
Donc c'est quoi les solutions pour éviter la domination dans les collectifs? S'il te plaît. Enfin, en tout cas, comment ça s'appelle, les expériences que toi tu as vues ailleurs, étaient possibles, pas toutes, mais quelques-unes déjà, pistes de réflexion sur la domination. Oui, ça va être rapide. On n'a pas cité le collectif, effectivement, on n'a pas cité exprès. Pour la même raison, tactique de ne pas personnaliser la question sur le collectif. C'est pas très important quel collectif c'est. On pourrait ici présenter à partir de notre expérience personnelle et collective à la fois ce qu'on a présenté. C'était aussi des stratégies de collectif même, de ne pas personnaliser sur lui-même, même si après des formes de personnalisation collective, on est obligé d'y passer. Tout à l'heure, j'ai cité la possibilité de nommer les porte-paroles toujours avec ce prénom de Camille. Il y a d'autres façons de ne pas se mettre en avant quand on organise les choses. C'est des formes de politique aussi sur lesquelles on tient, auxquelles on tient beaucoup comme stratégie politique, notamment dans la perspective d'alliance et de dépassement de la singularité, de l'individualité, de la singularité des identités dont je parlais tout à l'heure. Et je pense que cette stratégie de non-individualisation, non-personnalisation qu'on essaye d'avoir me semble intéressante et aussi c'était pour nous intéressant aujourd'hui de le faire, notamment parce qu'on est dans un cadre plutôt universitaire dans lequel on ramène un savoir militant. Donc on se posait beaucoup la question de quel est ce rapport entre ce savoir militant et le savoir universitaire, dans quel contexte et quel dispositif on porte cette parole collective, quel sens cette parole collective a à avoir et peut avoir dans cette discussion qu'on est en train d'avoir. Il y a beaucoup de questions, donc, et il y a aussi des formes de protection des membres du collectif qui me paraissent intéressantes et importantes, parce que nos actions n'ont pas été toujours dans le cadre strictement, formellement, complètement légal. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, je vous rassure, mais bon, c'est pas forcément des choses qu'on a envie de voilà, surtout que c'est enregistré, c'est pas. Je vais essayer de répondre rapidement et si tu as envie de prolonger le truc, je te paye une bière si tu veux. En fait, moi, dans l'exploration que j'ai faite, j'avais envie de voir plein de critères, comme quelle est la place de l'autonomie politique. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par l'autonomie politique des premières concernées pour pouvoir garantir que la question des dominations soit prise en considération? Mais il y avait aussi la question des différentes formes de mixité. Il y avait, je pense, la question de comment on prend en charge une forme de réparation ou de justice à l'intérieur des espaces de lutte. Voilà, différentes choses comme ça qui sont, je pense, des éléments qui traversent les luttes et qui ne sont pas forcément pris en charge de la même façon, voire pas forcément pris en charge du tout par certains espaces. Et donc, pour encore une fois essayer de le dire assez rapidement, je crois que ce que j'ai observé avec les différents collectifs que j'ai rencontrés, c'est que pour moi, là où la question des dominations est prise en charge, au sens où il y a à la fois une volonté d'agir dessus, mais à la fois l'envie d'en maintenir une espèce d'horizon de lutte, de le maintenir comme un horizon de lutte, c'est des collectifs où en fait il y a un truc qui est très clair dès le départ. C'est-à-dire, dès le départ, on va dire voilà quelles sont les dominations dont on pense qu'elles nous traversent, on va les nommer, et je pense qu'il y a un enjeu hyper fort autour de ça. Une fois qu'on a nommé les dominations, on va aussi créer des outils collectifs pour agir dessus. C'est-à-dire, on va se dire d'emblée, qu'est-ce qu'on va faire quand ça va nous traverser. Pour moi, il y a un truc important qui est que moi, j'ai longtemps vu dans les espaces que je fréquentais des trucs qui disaient ici, on a un espace féministe, antiraciste, antispéciste, je sais pas quoi, que des choses qui sont pas vraies. Parce que ça n'existe pas aujourd'hui les espaces comme ça, et que ce que j'ai trouvé intéressant dans les collectifs que j'ai rencontrés, c'était plutôt les collectifs qui disaient
on a vocation à être cet espace, mais on sait qu'on ne l'est pas. On sait donc qu'il y a des formes de violence qui vont s'exercer au sein de nos espaces de lutte, et on s'engage collectivement à travailler pour que ces violences n'aient plus lieu. Donc ça, c'est un peu une espèce de base, de départ. Et ensuite, un truc qui me paraît vraiment important, et qui est aussi, je pense que je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans mon intervention, mais moi, mon postulat, c'est aussi que les moments de lutte, qui sont aussi des moments de puissance collective, sont des moments extraordinaires de transformation, et individuelle et collective. Et que du coup, ce qui m'intéresse, c'est comment on se saisit de ces moments-là pour transformer nos vécus opprimés, oppressifs. Et donc, ce qui me paraît intéressant, c'est tous les collectifs où on dit peut-être que la domination va s'exercer. Quand elle va s'exercer à l'échelle interindividuelle. Telle personne va avoir une attitude oppressive vis-à-vis de telle autre, ou alors telle autre personne va avoir une attitude oppressive vis-à-vis de telle autre. Ce qui compte, c'est pas tant de dire tout d'un coup cette personne elle est responsable du système raciste, ou elle incarne elle-même elle toute seule le système raciste ou le patriarcat. En fait, cette personne elle est juste le produit de ce système. Et du coup, c'est dans ces moments-là de se poser la question de la responsabilité collective, encore une fois, à répondre à cette agression et à appréhender le fait qu'elle va pouvoir se reproduire. Donc, typiquement, pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu? Qu'est-ce qu'on a fait ou pas fait qui fait qu'elle a eu lieu? Et comment on fait pour que ça ne se reproduise pas? Et donc c'est vraiment faire en sorte de construire la communauté politique comme un espace de transformation, comme un espace qui peut agir sur lui-même. Et du coup, je dirais qu'une fois qu'on a un petit peu ces éléments-là qui sont réunis, moi ce que j'ai observé, c'est que typiquement, en fait, j'ai vu des collectifs, comme un des collectifs que je citais plus tôt, qui est la LAM, qui est un collectif en fait féministe qui vise à faire entendre les voix des femmes musulmanes, mais qui est en fait un collectif mixte, mais complètement mixte, quoi. Tout le monde, a priori, peut rentrer dans la LAM. Il y a très peu de mecs parce que comme, il suffit de dire que c'est un collectif féministe, je pense, pour que l'extrême majorité de mecs ne se sentent pas concernés. Mais il y a des femmes musulmanes et puis tout un tas de femmes qui ne sont pas musulmanes. Et la LAB est un collectif qui a postulé dès sa création le fait que puisqu'il visait à faire entendre les voix des femmes musulmanes, les rôles ne seraient pas les mêmes dans le collectif. Ce qui fait un truc, je pense, qui se distingue de plein d'autres espaces militants qui ne se sont pas construits dans cette espèce de reconnaissance initiale, qui est qu'il n'y a pas tellement à batailler, en fait, autour de qui peut prendre quel rôle, qui peut avoir un discours sur quoi. C'est clair dès le départ. Alors je pense que dans une majorité d'autres espaces de la gauche radicale aujourd'hui, ou de la gauche au sens large d'ailleurs, comme cette reconnaissance préalable n'existe pas, en fait il faut tout le temps batailler à l'intérieur des espaces. Et je pense qu'une configuration que je n'ai pas étudiée dans mon bouquin, mais qui existe peut-être, alors si vous en connaissez par exemple, je serais intéressée d'en entendre parler, j'ai pas vu de collectif qui, pour le dire vite, se serait construit un petit peu dans un déni des questions de domination, ou alors dans une reconnaissance très superficielle, sans s'être doté d'outils pour typiquement les traiter quand elles ont lieu. De collectifs de ce type-là qui, à un moment donné, auraient opéré une transformation structurelle en se disant, ok, elles existent, comment on va agir dessus, et elles seraient passées donc d'un collectif plutôt dominant et normatif à un collectif agissant sur les questions de domination. Ça, j'en ai pas rencontré. Et je le dis parce que moi, depuis les espaces desquels je partais, ma question c'est comment je transforme l'espace dans lequel je suis, et j'ai pas trouvé cette réponse. Voilà. Oui, je voudrais ce que disait Juliette, sur la convergence vite sur laquelle Juliette construit. Moi, je m'interroge juste parce que moi j'ai vécu l'émergence du féminisme en Italie, parce que c'est un peu les mensonges russes, toute cette histoire. Ils mettent les gens avec notre fille ou notre relation, comme vous voulez. C'est-à-dire que 68, c'était la lutte des classes, ouvriers capital, pour l'opposition des pauvres. Et de là, moi, comme tant d'autres mecs, on a été surpris de l'émergence du féminisme, parce que, il s'agit de 1973, on fait des réunions non mixtes, que les femmes. Mais c'est bien, en fait. Et on se rend compte qu'à posteriori, on s'est parfaitement observé. Normal. Et ensuite, de là est né, en fait, l'émergence du mouvement homosexuel. Dans le mouvement
homosexuel, après, une décennie après, est né le mouvement LGBT, qui s'appelait des boîtes qui se. Oui. Et ainsi de suite. Et bon, or, je me demande, parce que finalement, regardons Paris, France, ce moment, il y a un grand trou qui concerne aussi les groupes féministes ou qui, LGBT, etc. C'est qu'il y ait des filles, des gars de bannier, des homos noirs et arabes qui intègrent, et là, pas grand-chose. C'est un problème depuis, pour les militants depuis des années. On voudrait faire la comparaison avec les banniers et c'est compliqué, on ne dit pas, il faut changer comme ils sont. Et donc, je pense finalement qu'il faudrait que l'on on peut l'appeler d'autre façon, parce que chacune a sa spécificité, mais voilà, les fronts des dominés, voilà, qui fassent une plateforme. Eh bien, on n'est pas encore là, parce que, évidemment, il y a des problèmes compliqués. Je pense quand même, tu as Lazare, c'est quand même un peu une expérience très intéressante, parce qu'il y a eu toutes ces raisonnabilités et spécificités qui sont mélangées, sans parler de l'écologie, des groupes militants écologistes. Et voilà. Pour moi, c'est la grande question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors moi je vais te poser une question, alors moi je suis absolument pas du tout universitaire en fait, enfin j'ai même pas été à la fac. Et donc j'ai plus un regard, on va dire, un petit peu militant en fait. Voilà, j'ai un parcours militant dans des grandes organisations politiques, aujourd'hui plutôt en électron libre. Les questions sociales, pour le coup, moi je les ai intellectualisées au travers de mon parcours militant, et moi il me semble que les études en sciences sociales me semblent intéressantes pour pouvoir décrypter justement à travers un prisme théorique les rapports de domination, qu'est-ce qui se passe effectivement, comment fonctionne une oppression. Ma question c'est en quoi les sciences sociales, d'un point de vue, alors j'ai l'impression que d'un point de vue féministe, ça me paraît très concret, sur la manière dont les sciences sociales ont pu apporter des réponses pour pouvoir justement imposer un rapport de force et des transformations sociales pour défendre les droits des femmes, j'ai envie de dire. Sur les questions de sexualité, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est en panne. J'ai l'impression que depuis la lutte pour le droit des siropos, en fait, il y a une démobilisation totale en fait des personnes LGBT. Et j'ai l'impression que du point de vue alors je sais pas, mais j'ai envie de dire pourquoi les sciences sociales aujourd'hui, en 2019, peuvent apporter des réponses en termes d'action et de transformation et donc des solutions sur le plan de l'émancipation et des libertés. Voilà. Je vais peut-être répondre à la question de Alessandre. En fait, tout à l'heure, on a un peu énuméré les actions qu'on avait faites, mais en réalité, la question, beaucoup d'actions ont été en solidarité avec d'autres groupes opprimés, mais il y a une action particulière que nous on a co-organisée, c'est le cortège de tête de la Pride de l'année dernière. Et le moteur de ce cortège de tête de l'organisation
à laquelle on a participé l'année dernière, il y avait surtout des collectifs non blancs, queer non blancs, qui étaient non seulement dans l'organisation de ce cortège, il y avait plusieurs organisations, mais il y avait aussi beaucoup de collectifs, aussi et surtout des collectifs non blancs, l'organisation de ce cortège de tête de la Pride, de la marche des fiertés de l'année dernière, qui a été un énorme succès. Ça a été dans la revendication principale était non pinkwashing de la marche des fiertés, et c'était ce pinkwashing était à la fois entendu comme un pinkwashing néolibéral sur la réappropriation marchande de nos subjectivités, mais c'est aussi et surtout un pinkwashing homonationaliste, c'est-à-dire de revendications non blanches, queer non blanches. Et d'ailleurs, la tête du cortège de tête de la marche de fierté qu'on a organisée était justement, il y avait en fait les collectifs non blancs, à non-mixité non blanche sur cette tête de cortège. Donc, il me semble qu'il y a, si on peut dire, il y a un manque total de visibilité des collectifs non blancs en France, mais je ne suis pas d'accord sur le dire qu'ils ne s'investissent pas dans ces luttes-là. Au contraire, je trouve que même les collectifs non blancs en France portent une des paroles les plus revendicatives et les plus positionnelles, si on veut, et dans lesquelles on peut aussi se refaire pour une espèce de conflictualité de la lutte qui est beaucoup plus forte dans ces collectifs que par exemple dans le milieu LGBT plus largement entendu. Donc je ne pense pas que... je trouve que c'est important de le dire et de le remarquer parce que c'est une réalité française et comme ailleurs. Et sur la question des sciences sociales, je suis d'accord qu'il y a beaucoup à faire. Mais aussi, il faut aussi savoir que dans l'histoire des sciences sociales des savoirs minoritaires, le moteur est double en fait. Il y a les sciences sociales qui investissent les savoirs minoritaires, qui s'emparent des savoirs minoritaires et qui produisent du savoir minoritaire. Et le peu de travaux dans les sciences sociales et dans le savoir universitaire sur ces questions des sexualités, le peu qui apportent des choses nouvelles, c'est aussi parce que le militantisme et l'engagement militant et aussi la sexualisation catastrophique, c'est pour ça en fait, l'un explique l'autre en fait. J'ai envie de dire que ça va avec, il ne faut pas attendre des sciences sociales qu'elles soient moteurs de quelque chose. C'est-à-dire que c'est dans un dialogue entre les sciences sociales et le militantisme qu'il se passe une chose, sinon pas ailleurs en fait. Je pense pas que ce soit... Non. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Jean Franco. Ceci dit, sur la sexualité, pour le coup, et notamment à l'intérieur des études féministes, en fait, c'est une ligne de conflit importante, et notamment parce que la sexualité, en tout cas pas seulement dans les sciences sociales, mais dans la théorie féministe française, a été évincée en fait comme sujet après des conflits homériques, notamment à la fin des années 70 et début des années 80, qui se sont résolus en partie dans l'éviction de la question. Et quand la question est revenue, c'est beaucoup par les théories queer, donc depuis l'Empire américain, c'était un des problèmes, et puis des théories qui étaient post-structuralistes, qui n'étaient pas en adéquation, qui n'étaient pas sur la même ligne matérialiste que la théorie féministe française, et qui sont venues, et notamment par les étudiants, c'est aussi par là que la lutte directe c'est important, mais aussi la façon dont les choses peuvent être combattues à l'intérieur de l'université, à l'intérieur des savoirs universitaires, c'est par l'arrivée de nouveaux objets, de nouvelles questions. Et là on voit bien avec les jeunes, désolé maintenant je parle comme ça parce que je suis de l'autre côté, mais c'est vrai, et c'est comme ça qu'on le sent d'ailleurs,
c'est quand on voit des sujets nouveaux et des questions nouvelles que nous-mêmes ne posions pas il y a 10-15 ans et qui arrivent comme des questions massives et des questions qui vont de soi en fait. Et c'est ça qui est très important aussi dans la façon dont les choses peuvent se reconfigurer à l'intérieur du savoir universitaire. Et malgré tout, la question sexuelle et le fait de déshétérosexualiser, y compris la théorie féministe et les savoirs féministes, est quand même quelque chose qui va plutôt mieux maintenant qu'il y a 15 ans. Alors après, ça n'a pas que des effets flamboyants, mais n'empêche que même le seul fait, ce que disait Rosemary, que le master GBS s'appelle genre, politique, sexualité, en fait je pense que c'est un des seuls, à part Paris 8, évidemment, où la sexualité peut être dite, y compris à l'intérieur de la recherche féministe, qui en France est vraiment centrée sur l'étude du travail, qui a mis de côté la question sexuelle avec un implicite hétéronormatif très très fort, y compris dans des recherches très intéressantes, et ça visibilise aussi du coup des clivages comme la race en est un autre très important à l'intérieur même de ces questions-là, et puis des gens qui les font vivre. C'était juste... pour rebondir là-dessus et le poser très concrètement, tout à l'heure je me suis dit peut-être je vais vous passer des commandes, vous faites de la recherche, il y a des petits trucs où j'ai l'impression qu'il y a des vides. Non, c'est une blague, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, pour le poser concrètement, moi je me suis posé une question récemment, c'est sur la question du féminicide, où je me suis dit, mais quand même, je trouve qu'il y a pareil, on pourra en discuter après en buvant une bière, ou autre chose, mais je me suis dit récemment, mais quand même, c'est fou, il n'y a pas d'analyse, je trouve pas, ni de réponse politique en termes dans les luttes, de réponse politique qui serait autre que faire une demande à l'État de plus prendre en charge la question du féminicide. Il n'y a pas de réponse auto-organisée des femmes face au féminicide. Et après, j'ai cherché un petit peu des analyses du féminicide. Et en fait, en français, j'ai rien trouvé d'autre qu'un truc qui repose sur la construction de la masculinité et qui du coup nous permet pas d'éclairer pourquoi est-ce qu'on dit par exemple, alors il y a des débats sur est-ce qu'il y a vraiment une augmentation ou pas, mais en fait on n'est pas capable de dire pourquoi est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'à certains moments les femmes se font plus tuer qu'à d'autres, et surtout on n'a pas d'analyse de la guerre faite aux femmes prise plus généralement dans la guerre sociale. Et du coup, j'ai trouvé des réponses en espagnol et en portugais, et c'est pas un hasard, c'est parce que c'est des pays, en Argentine, au Brésil, où il y a des mouvements féministes forts. Du coup, je vois bien cette interaction entre les deux, clairement. Du coup, là, il faut qu'on fasse notre boulot chacun de notre côté, puis des fois à certains moments ensemble. Et juste sur l'idée de ce que tu disais sur la convergence des luttes, je suis super d'accord avec ce que John Franco disait, mais aussi je voulais dire un truc, c'est que en fait, je crois que dans plein de... Alors, pour une partie, il se passe, de mon point de vue, des espèces... Il faudrait l'appeler autrement que convergence, parce que justement, convergence, ça pue, c'est galvaudé comme terme, il faudrait trouver autre chose. Mais en tout cas, pour une partie du mouvement social en France, il y a des espèces de rencontres de lutte qui sont hyper intéressantes, et celle dont tu parles en fait partie. Mais je pense pour une large majorité du reste de la gauche en France, on n'est pas du tout à la convergence, et c'est même vraiment pas désirable parce que c'est nocif. Parce qu'on est encore vraiment dans cette logique universaliste, hégémonique que j'ai décrite plus tôt, et où je pense qu'on a même un intérêt aujourd'hui, on a un enjeu politique aujourd'hui à vraiment lutter contre les tentatives de faire des choses ensemble si les conditions pour pouvoir les faire ne sont pas réunies, et dans plein de cas, au jour d'aujourd'hui, elles ne le sont pas. Voilà. Je suis désolée si je suis sur une note hyper négative. Je cherche un terme positif. Du coup, merci beaucoup d'être venu, et c'était trop cool d'avoir pu entendre vos différentes voix en fonction de différentes expériences et positionnements. Et je pense que la conclusion est à peu près déjà faite dans le sens où je pense qu'il y a un nécessaire dialogue à avoir entre sciences sociales et mon militant, et que ce dialogue en fait de fait il existe parce qu'il y a des personnes qui sont chercheurs et qui en même temps militent et essayent de dealer avec ça, avec toutes les limites que ça peut impliquer. Et je pense qu'il y a 2 heures, c'était un peu court pour parler de ce sujet, parce que je trouve qu'il y avait un truc hyper important aussi, c'est justement la question de la transmission. Et Rosemary Malcolm, elle en parlait quand elle parlait de d'interopérabilité. En fait, il y a plein de trucs qui existent et dont on n'a pas connaissance, parce qu'il y a un manque de transmission entre les générations et même entre les différentes expériences militantes qui ont lieu ici et là. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai lu avec autant d'enthousiasme ton bouquin, c'est qu'en fait,
ça offre plein d'expériences militantes que parfois on connaît, genre la mixité choisie, c'est un truc comme même que quand on est féministe ou éduqué, on pratique pas mal, mais que en fait de pouvoir voir comment elle peut être pensée autrement et différemment, etc. Et plein de pratiques, enfin c'est hyper intéressant. Et du coup ça pose aussi bien sûr la question des mémoires, des archives. Et du coup je pense que ouais, c'est pas la solution ni rien, mais c'est essayer d'articuler en même temps, une sorte d'autonomie des savoirs minoritaires, mais peut-être à cheval sur le champ militant et le champ universitaire, et en produisant aussi nos propres structures médiatiques, de maisons d'édition, de plein de trucs. Parce que il y a Burnout aussi, dont on n'a pas parlé, mais qui est un exemple de production de savoir militant peut-être plus institutionnalisée. Bon voilà, je n'arrive plus grand chose à dire, mais en tout cas merci beaucoup d'être venu, et du coup on peut continuer de discuter plus tard avec des bières ou des Merci à toi, Sacha. C'est bien présenté tout ça. Merci. Et puis, d'ailleurs, si ça m'intéresse de retourner, réécouter ce qui s'est dit, il y a eu une captation, donc si nos intervenantes sont d'accord, ça sera mis en ligne grâce à Daniela qui s'occupe du carnet hypothèse, qui s'appelle SDL, tout simplement, comme savoir des luttes. Voilà, et il commence à y avoir pas mal de choses dessus des anciennes séances, ça soit des vidéos, le journal audio de Fedundala aussi, et puis des choses écrites.